Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. À l'épisode d'aujourd'hui, même les méchants prennent des vacances. Bonjour et bienvenue au 41e épisode du balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis accompagnée de Sam Harper et d'une invitée toute spéciale, Andréane Bergeron. Bonjour Andréane. Allô. Donc Andréane, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler beaucoup de Sam, qui avait été vraiment impressionné par les conférences qu'il a entendues d'elle. J'ai malheureusement jamais eu la chance d'y assister, mais j'imagine qu'on va pouvoir découvrir ensemble un peu le sujet de tout ça aujourd'hui. Donc, je t'inviterai déjà peut-être, Andréane, à te présenter et nous parler de toi. Oui, en gros, Andréane Bergeron, je suis directrice de la recherche chez GoSecure et dans le fond, mon background, j'ai un doctorat en criminologie, donc mon approche est toujours très sociale, là. C'est l'aspect humain de derrière les attaquants, mais là, c'est sûr, là, je me spécialise dans les crimes informatiques. Le piratage informatique, par exemple, puis là, les comportements des attaquants, leur stratégie, leur prise de décision, puis des choses comme ça. Comment t'es arrivée, en fait, justement, de faire ces études-là en criminologie, puis ensuite de transiger vraiment sur la partie cyber? Est-ce qu'il y a eu un sujet particulier qui t'a accroché, qui t'a emmené vers ça? Est-ce que c'était un intérêt que tu avais déjà à la base quand tu avais entamé ton parcours? Non, absolument pas. C'était pas prévu. J'avais pas ça dans ma ligne, dans ma lignée. C'est ce que j'ai toujours fait, là. J'ai toujours fait ce que j'aimais, prendre des projets que j'aime, puis saisir les opportunités quand ils passent, là. C'est le cas ici. Mais si je te donne plus de détails, là, dans le fond, j'ai fait un bac en psychologie. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat en criminologie. Puis donc, toutes mes études en criminaux étaient très teintées aussi de mon background, mettons, en psycho, parce que j'étais très axée sur justement le comportement humain puis le comportement criminel et les interventions policières. Donc, tout ça, c'était mes intérêts. Je suis spécialisée en technique d'interrogatoire policier. Fait qu'on est quand même loin de l'infosec, là, l'information security. Mais tu sais, un doctorat, ben là, c'est plus profond que ça. J'étais aussi c'était comme dans l'analyse, la compréhension des comportements avec une perspective qui était économique et mathématique. Bon, OK, en gros. Mais à ce moment-là, je travaillais avec l'unité d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec. Fait qu'il y avait quand même cet aspect-là que je pouvais observer avec les enquêteurs parce qu'on regardait comment le suspect avait accédé aux fichiers, comment est-ce qu'on obtient une preuve puis on la change pas, là, on l'altère pas, une preuve informatique, tout ça. Fait qu'il y avait cet aspect technique-là. Puis en parallèle, je travaillais sur des projets de recherche à l'université, sur le piratage, les crypto-marchés, le dark web. Fait que j'apprenais vraiment beaucoup puis j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Puis un jour, on m'a appelé puis on m'a dit « On a le goût d'avoir une équipe multidisciplinaire pour faire de la recherche en cybersécurité, ça te tente-tu? » J'ai dit oui, parce que j'avais rien à perdre. Moi, je m'en allais à être professeur-chercheur. Dans le fond, je voulais faire de la recherche. C'était surtout ça mon objectif. Mais là, ça correspondait à ça parce qu'on me disait « Tout ce que tu as à faire, c'est de la recherche. » Fait que je trouvais ça magnifique. Fait que c'est un peu tombé de nulle part, mais je suis vraiment contente. Puis j'ai vraiment de la chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup des emplois comme ça, qui sont comme académiques, mais dans un milieu privé, avec des ressources, c'est rare. Puis en plus que ça vienne avec une liberté académique, là, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est GoSecure, c'est une compagnie de cybersécurité qui fournit produits et services aux entreprises pour leur cybersécurité. Mais on a un département de recherche qui n'est pas nécessairement axé sur les produits et services. Fait qu'on a une liberté là, académique qui est vraiment tournée vers la communauté puis le partage d'informations sur la cyberdéfense. C'est ça ma mission. C'est ça. Donc, tes recherches, c'est pas seulement pour trouver un nouveau produit pour l'entreprise, mais pour faire avancer la connaissance. Là. En fait, jusqu'à maintenant, ça ne l'a jamais touché à... Wow! OK.
C'était une longue histoire, finalement, pour répondre à ta question. Mais non, mais c'est super intéressant. Puis c'est ça, tes dernières présentations, ça parlait de honeypot. Mhm. Fait qu'avant qu'on rentre dans tes résultats, là, peut-être, tu peux nous expliquer c'est quoi un pot de miel? Oui. Dans la terminologie de l'informatique, un honeypot, comme tu dis, la traduction littérale, c'est pot de miel. C'est pas super, mais en tout cas, on comprend que c'est un mécanisme de sécurité informatique qui va être conçu pour détecter, dévier ou carrément contrecarrer des tentatives d'utilisation malveillante d'un système informatique. Okay? Parce que ça, c'était la définition compliquée. Mais dans le fond, c'est comme un shiny système, là, tu sais, un système qui brille, qui est attirant pour un attaquant, puis qui va faire que les acteurs malveillants vont tenter de l'attaquer, puis pendant ce temps-là, ben, ils ne sont pas en train d'attaquer un vrai ordinateur ou une vraie victime, mettons. Dans nos recherches, ben, on utilise ça, on utilise des honeypots, mais là, c'est des honeypots de recherche, plus spécifiquement. Fait qu'on ne protège pas nécessairement d'autres systèmes en même temps. Tant mieux si par la bande, c'est ce que ça fait, mais nous, on met en place un ordinateur, c'est un vrai ordinateur ou un réseau d'ordinateurs qui va être exposé sur Internet. Puis ça, c'est dans le but que les attaquants, ben, ils nous attaquent et qu'on soit capable ensuite d'étudier leur comportement. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Puis on a des outils de surveillance de nos systèmes qui fait que une fois que l'ordinateur... Ben, en fait, on a toutes les informations sur les attaques qui se passent. Puis quand ils réussissent à compromettre le système, ben là, on a encore plus de détails sur c'est quoi que les délinquants vont faire une fois rendus dans le système, dans le fond. Fait qu'on a beaucoup d'informations. C'est quoi qui le rend brillant, shiny? C'est quoi qui fait qu'il est attrayant? C'est-tu parce que si je fais un scan, je vais voir qu'il y a des vulnérabilités ou y a-tu quelque chose comme ça ou c'est... Oui, finalement, je me suis rendu compte à travers les années que tu n'as pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça soit attrayant parce que dès que ton système est exposé sur Internet, tu te fais attaquer des milliers de fois par jour. Donc, fait que tu n'as pas besoin de rien faire nécessairement. Donc, mais effectivement, le point important, c'est qu'il est exposé sur Internet. Normalement, une compagnie n'expose pas son système sur Internet, il va se cacher derrière un VPN. Là, moi, il est exposé, évidemment, parce que je veux encourager les attaques, mais c'est ça. OK. Fait que qu'est-ce qu'on apprend plus précisément? Parce que tu parlais qu'on pouvait collecter beaucoup de données. Mhm. Quel genre de données t'ont surprise le plus, disons, ou les conclusions que tu as trouvées qui étaient le plus significatives, disons? Sont toutes significatives et pertinentes. Fait que j'en ai pas des préférés, mais je peux te donner peut-être commencer par la base de tout ça, de qu'est-ce qu'on a découvert, parce que le premier objectif, c'était de voir qu'est-ce que les délinquants font une fois qu'ils sont dans... Puis là, je les appelle les délinquants, parce que on sait jamais comment les appeler, là, les attaquants, les délinquants, les pirates. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut s'entendre, c'est des gens qui sont non autorisés dans mon système, donc on sait qu'ils ont des intentions malicieuses, OK? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils décident de faire une fois qu'ils sont connectés? On voulait faire des espèces de profils de comportement qui décriraient un peu genre le choix qu'ils font en gros de faire. Puis c'est ce qu'on a fait en premier. Donc je peux vous parler en gros là, des profils. Premièrement, il y en a un groupe qui sont intéressés par la monétisation de leur accès. Ça veut dire que une fois qu'ils sont entrés, ils vont utiliser des outils ou des plateformes ou des applications qui vont se faire de l'argent avec la connexion à mon ordinateur à moi. Donc, par exemple, ils pourraient miner de la crypto-monnaie. Donc, utiliser mon power d'ordinateur pour miner de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est dans le but de faire de l'argent. Sinon, s'ils utilisaient des outils de fraude pour envoyer des courriels malveillants ou des choses comme ça aussi, ça serait un autre exemple. Ou vendre mon trafic Internet à un third party, là, tu sais, ça, on voit ça aussi. C'est pas payant au point de faire des millions, là, vraiment pas. Là, on voit un peu l'argent qu'ils font, puis c'est quelques cents à la fois, mais j'imagine que quand tu compromets beaucoup d'ordinateurs, ça commence à être un montant intéressant. J'imagine, sinon, je sais pas pourquoi ils font ça. Fait que ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, dans le fond, ils utilisent mon ordinateur pour attaquer d'autres ordinateurs. Donc, dans le fond, c'est comme s'ils n'avaient pas nécessairement, eux, les ressources. Donc, ils prennent mes ressources pour le faire. Puis, il y a un autre groupe qui font de la reconnaissance. Donc, dans le fond, ils rentrent, ils regardent ça. Est-ce que c'est intéressant, cet ordi-là? Est-ce qu'il y a des fichiers intéressants qu'on pourrait peut-être demander une rançon contre? Vous avez entendu parler là, des rançons logicielles puis tout ça. Nous, il n'y en avait pas. Donc, on n'a pas de groupe particulier pour le rançon logiciel parce que pour nous, c'est des gens qui viennent faire de la reconnaissance. Donc, chercher des fichiers,
Chercher voir si mon ordinateur est très, très puissant, tu sais, voir justement s'ils sont capables de peut-être utiliser des crypto miners puis des choses comme ça. Miner de la crypto. Ou c'est ça, puis voir est-ce que mon Internet il est rapide, il est lent, tout ça. Fait que ça, c'est de la reconnaissance. Puis ça, on voit beaucoup ça. OK. Et le dernier groupe, c'est ceux qui font des activités vraiment banales avec mon système, qui vont faire des recherches Google, qui vont parfois consommer de la pornographie. OK. Et là, tu commences à comprendre avec ces résultats-là, juste en étudiant ces groupes-là, qu'il y a un écosystème de piratage informatique. Il y en a qui viennent voir l'ordinateur, ça a l'air de quoi, et qui revendent l'accès sur le dark web à quelqu'un d'autre qui, lui, n'aurait jamais été capable de compromettre l'ordinateur, mais qui a besoin d'un accès à un ordinateur pour procéder à des activités normales. Donc, on voit que c'est ça, là, c'est vraiment un écosystème de revente d'accès. Puis ça, cette revente d'accès-là, est-ce que vous êtes capable de la suivre? Par exemple, est-ce que de dire, Oui, OK, telle personne, puis là, j'ai quelqu'un d'autre qui se reconnecte, puis on dirait que c'est comme un autre maillon Oui, dans la parce que chaîne? souvent, quand ils vont se connecter, avant de revendre l'accès, ils vont se connecter à mon ordinateur, ils vont changer le mot de passe pour que moi, j'aille plus accès, mais malheureusement, pour eux, ça fonctionne plus comme ça, parce qu'on a mis tous nos outils en place, mais on les laisse faire, puis on est capable de voir quand même. Donc, ils changent le mot de passe, et ensuite, tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre avec ce nouveau mot de passe-là, tu sais. C'est pas une coïncidence, là. C'est un mot de passe long, compliqué, vraiment spécifique. Fait qu'on sait que là, quelques jours plus tard, il y a une nouvelle personne, puis là, ben là, il est là pour consommer de la pornographie. Ben, clairement, on voit qu'eux sont associés ensemble. Mais j'ai pas plus de détails que ça, là. Je sais pas qui c'est, parce que c'est pas ça ma mission non plus. On n'est pas la police, là, on cherche personne en particulier. Oui. De ce que vous êtes capable de voir, parce que souvent, on a un peu, dans l'imaginaire collectif, là, les vilains ou les délinquants, c'est comme des gens de génie informatique, là, des as du clavier, je ne sais pas trop quoi. Là. C'est ça, est-ce que tu le vois quand justement, parce que ce que j'ai vu, c'est que vous aviez même des enregistrements vidéo de ce que les gens font là, sur la machine. Vous avez comme vous voyez ce qu'ils tapent, là, puis ce qu'ils regardent, puis ce qu'ils font. Là. Exactement. Un output vidéo de la souris qui bouge, puis de où est-ce qu'ils cliquent, puis qu'est-ce qu'ils tapent sur leur clavier, qu'est-ce qu'ils copie-collent, tout ça. Fait qu'effectivement, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations. Puis un des aspects qu'on a étudié, c'est, comme tu dis, la sophistication de l'attaquant, le niveau de sophistication. Et je pourrais en parler pendant longtemps, mais il est assez bas par rapport à ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait s'imaginer. Okay? Et qu'il y avait des recherches... en fait, c'est que souvent dans les médias, on va dire que ces acteurs malicieux-là sont vraiment, vraiment bons puis vraiment sophistiqués, puis c'est ça qui fait un peu peur, là. C'est ce qui contribue à notre imagination. Mais dans le fond, quand on regarde, par exemple, on a abordé plein d'aspects, mais on a regardé, par exemple, le fait, est-ce qu'ils utilisent, parce que nous, on s'imagine qu'ils vont utiliser du code, tu sais, là, qui toucheront même pas à leur souris, qui vont être le genre, et on va chercher, on va ouvrir une fenêtre avec du code, puis tout ça. Fait qu'on voulait regarder ça. Est-ce qu'ils utilisent du code, finalement, pour se déplacer dans l'ordinateur ou s'ils cliquent? Et puis, on a trouvé que, finalement, non, ils cliquent, ils sont comme nous, tu sais, ils vont au plus facile, là, finalement. Puis qu'il y en avait, il y a une partie, il y a un petit groupe, là, un petit pourcentage, qu'eux, ils ont l'air un peu meilleurs, ils utilisent des scripts pour faire des choses. Mais dans ce groupe-là, les scripts étaient déjà écrits, tu sais, ils les écrivaient pas en live. Donc, on voit que, puis là, ça, il y a eu beaucoup d'indices par rapport à ça, mais on voit qu'il y a aussi des groupes d'acteurs malicieux qui travaillent ensemble, puis dans ce groupe-là, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, puis il y en a qui sont là juste pour exécuter une tâche, puis dans le fond, de lancer un script qui est déjà écrit, puis le laisser aller, puis c'est juste ça, sa tâche, puis après ça, il quitte, tu sais. Donc, ça, pour moi, c'est pas un haut niveau de sophistication, mais j'ai aucune preuve qui est bon pour faire ça. Donc on a vraiment des groupes avec des niveaux de compétences différents, mais dans l'ensemble, au final, ils sont moins bons que ce qu'on anticipait. C'est quand même intéressant parce que Oui. c'est ça, c'est pas l'image qu'on a. Là, mais là, tu Non, vois on que s'imagine un web informatique là, qui rentre des grosses lignes de code, puis comme finalement, c'est genre copier-coller dans le notepad. Oui, exact. Ça ressemble à ça. Mais ça, c'est une de mes missions, hein, vulgariser la recherche, mais aussi démystifier, vérifier si c'est vrai qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on pense. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ça me fait penser, j'avais fait une étude parce que j'étais tannée, pendant le temps des fêtes, là, on se fait bombarder de posts de comme « pendant que vous êtes en vacances,
les hackers, ils prennent pas de vacances, là, vous allez, là. Fait que là, il faut faire rentrer plus de gens qui travaillent à Noël parce que là, on est donc ben en danger. Ben, j'ai regardé, puis savez-vous quoi, les hackers aussi sont en vacances à Noël. Le nombre d'attaques baisse pendant la période des fêtes, donc, tu sais, bon, ça, c'est le genre de truc que j'aime. Mais il y avait une étude, justement, tu sais, quand les leaks je me souviens plus quel groupe de rançongiciels avait leaké parce qu'ils avaient comme proclamé leur amour de la mère patrie en Russie. Puis il y avait comme quelqu'un du gang qui était comme non, merci. Puis il avait comme leaké plein de chats. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'effectivement, dans ces datas-là aussi, ça disait que ils travaillent moins la fin de semaine, en fait. Puis comme, il y a un département de ressources humaines, puis comme, ils prennent des vacances. Puis c'est comme, c'est juste c'est comme une job normale, entre guillemets. Donc, avec à peu près le même genre d'horaire aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a observé dans nos données, effectivement. Ah, cool. C'est quelque chose que je me suis concentrée aussi parce que c'était très intéressant. C'est pas tous les attaquants, mais il y a définitivement un groupe d'attaquants, et là, on sait qu'ils viennent de la Russie et de la Chine, qui vont nous attaquer, parce que là, moi, je regardais ça dans le temps, tu sais, sur un calendrier, les attaques, là, on se fait attaquer plusieurs fois par seconde, là, tu sais, ils utilisent des outils, là, on y reviendra tantôt, mais donc, ils nous attaquent vraiment, puis des fois, il y a des baisses dans les attaques ou des absences d'attaques, tu sais. Donc, je me suis mis à regarder ça, puis effectivement, il y avait un espèce de bloc de 8 heures dans lequel on se faisait attaquer, puis après ça, l'ordi se fermait, puis on s'attendait au lendemain. Et on voyait des fins de semaine, clairement dans le calendrier, de pas d'attaque pendant les fins de semaine. On voyait, c'est ça, les chiffres de 8 heures, ou des chiffres de 8 heures pendant lesquels il n'y avait aucune attaque, mais sinon, le reste de la journée, ça nous attaquait. Ça veut dire que soit la personne n'est, mettons, il y a ce 8 heures-là qui n'est pas devant son ordinateur, donc il n'est pas en train d'attaquer, donc peut-être en train de dormir, ou au contraire, a une job légitime pendant la journée et une job illégitime pendant la nuit. Donc, pendant la journée, pendant ces 8 heures-là, il n'est pas devant l'ordinateur en train de nous attaquer parce qu'il est à sa job légitime, tu sais. Fait qu'on pouvait tout voir ça là, dans les attaques, juste en regardant le moment de l'attaque dans une journée. Donc, ça serait drôle de matcher, puis c'est peut-être déjà été fait, mais avec les fériés locaux. Oui. Si on peut pas repérer géographiquement. On a essayé, mais c'est plus dur que prévu. C'est vraiment difficile à voir. Mais effectivement, on en a trouvé, surtout pour la Chine, là, on voyait que les espèces de fériés observés par les gouvernements, comme quand c'est plus gros, là, pour tout, on les voyait apparaître dans nos calendriers. Là. Donc, c'est intéressant. J'adore ça. Wow. Puis sinon, je vous parlais des outils qu'ils utilisent. Oui. Tu sais, on sait que quand on nous attaque plusieurs fois par seconde, on sait qu'ils utilisent un outil pour le faire. Ils ne sont pas là à taper le mot de passe puis essayer de rentrer. Parce que c'est souvent comme ça qu'ils rentrent. Là. Dans le fond, c'est comme une attaque attaque de force brute qu'on dit en français. Ouais. Donc, ils essaient une espèce de combinaison de username, password pour entrer dans le système. Mais là, il faut qu'ils tombent sur le bon. Donc, ils nous attaquent plusieurs fois puis ils utilisent des scripts pour faire ça. Par contre, dans ces scripts-là, on voyait des comportements qui étaient plus associés à l'humain qu'à un robot. Fait que c'était intéressant. Ça voulait dire que, dans le fond, l'attaque avait été plus réfléchie que ce qu'on aurait anticipé d'un attaquant qui fait juste essayer n'importe quoi puis essayer de brute forcer. Puis ça, comment est-ce que tu évalues ça? Que c'est plus un humain qu'un robot? Fait qu'il y avait plusieurs indices, OK? Mais il y avait... Le point principal, c'est cette attaque-là, elle a été plus réfléchie que l'autre, OK? Donc, un exemple, on voyait qu'il y en avait qu'à place d'essayer n'importe quoi comme password, il venait prendre des informations de mon système, OK? Parce que, tu sais, les systèmes ont des noms, bon... ça, c'est quand même le niveau de difficulté plus élevé, OK? On voit des attaquants un peu plus sophistiqués ici. Ils viennent chercher des informations sur mon système et ils les utilisent dans le mot de passe, comme si... dans le fond, ils prennent une chance que peut-être mon mot de passe est relié à mon système. Mettons que j'ai nommé que ma compagnie s'appelle Banque Royale. Ben là, je vais peut-être avoir Banque Royale 1, 2, 3 comme mot de passe. Okay, bon, ça serait pas un très bon mot de passe, mais on voit juste le concept. Ouais. Donc, ça, il essaye ça. Fait que je trouvais que, dans le fond, c'était des attaques qui étaient plus ciblées, qui ont vraiment été ciblés à nous, tu sais, donc ça, c'était un peu plus sophistiqué, mais tu voyais que ça avait été réfléchi plus que les autres attaques.
Après ça, ceux qui essayaient des mots de passe qui faisaient pas partie des grandes brèches tu sais, des longues listes là, de comptes qui ont été fuités auparavant. Ouais. Des fois, tu prends cette liste-là, puis tu l'essayes, puis tu espères avoir de la chance. Ben ça, c'est la manière facile de faire. Mais là, il y en avait d'autres qui avaient des mots de passe différents, puis tu vois, c'était plus réfléchi, tu sais. Donc là, il y avait ça. Après ça, j'ai regardé aussi, comme je vous disais tantôt, les horaires. Là. S'ils travaillent sur un horaire, clairement, il y a plus de chances qu'il y ait un humain derrière. Ouais. Donc, en utilisant tous ces indices-là, j'en avais d'autres, mais je ne sais pas dans l'esprit en ce moment, mais en utilisant tous ces indices-là, ce qu'on voyait, on faisait une espèce de courbe d'implication de l'humain dans l'attaque. Puis on voyait qu'il y avait plus d'humains derrière que de purs robots, mettons, on va les appeler comme ça. Tu sais, la tangente était plus vers l'humain que vers... Mais ça aussi, on l'a observé dans les systèmes compromis. Une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'ordinateur, là, on voyait vraiment que c'est des comportements humains parce qu'ils bougent la souris, ils cliquent sur des choses. Tu sais, il n'y a pas de robots qui font ça. Tu sais, les robots font popper des affaires, ils vont pas écrire sur le clavier et tout ça. Fait qu'on voyait aussi vraiment beaucoup d'humains dans ce sens-là. Au Hackfest, dans ta conférence, à ce moment, tu parlais, tu sais, au tout début, tu t'as parlé un peu des 4 groupes, là, ou des 4 grandes familles d'activités que vous voyez. Puis, ce que je comprends, c'est que vous l'avez évalué pour voir si certains pays ou certaines régions géographiques étaient plus associées à un type d'activité que l'autre. Peux-tu nous parler un peu de cette étude-là ou de tes résultats? Oui, avec plaisir. Dans ce projet de recherche-là, on regardait les éléments un petit peu plus socio-culturels qui étaient en lien avec les attaques informatiques. Il y a plein de façons de prendre ça. Là, je me suis mis un petit peu en mode sociaux, là, tu sais. Fait qu'il y a des études scientifiques qui montrent que le type de crime commis est lié à la situation géographique de l'attaquant, du délinquant. Par exemple, l'Inde semble être vraiment douée en matière d'arnaque au support technique. Là, on en entend souvent parler. Puis, mais parce que ça a un rapport, c'est pas par chance, c'est parce qu'ils ont une infrastructure qui permet des centres d'appel, mettons, qui sont légitimes pendant le jour, mais qui servent à des activités illégitimes pendant la nuit. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui explique que, mettons, ce crime-là est plus populaire à cette place-là. Ensuite de ça, un autre exemple, l'Afrique du Sud semble être à l'origine de plus de nombre d'attaques romantiques, là, de arnaques à les la fraudes romance. amoureuses. Ouais, exact, ouais, t'as le bon mot. Parce que là, c'est plus lié à leur culture du storytelling, puis de tout ça. Bon. Fait que les études, ils démontraient ça, donc je voulais un petit peu étendre mes connaissances scientifiques sur ce sujet-là en examinant le type d'outils qui est utilisé par les attaquants qui vont avoir compromis nos ordinateurs. Donc, les résultats préliminaires, parce que c'est ce que j'ai présenté au Hackfest, si tu as vu, Sam, montrent qu'effectivement, la nature de l'activité va prédire la situation géographique. Donc, tu sais, c'est statistiquement significatif, mettons, pour moi. Mais c'est un projet qui est encore en développement, puis on est en train de se pencher sur l'interprétation des résultats. Tu sais, par exemple, comme là, je viens de vous nommer l'exemple de l'Inde, on comprend pourquoi, parce que l'infrastructure est là. Mais là, moi, j'ai comme des résultats, mais je ne comprends pas encore le pourquoi. Tu sais. Fait que là, le Bangladesh puis le Maroc semblent utiliser des outils de téléchargement plus que les autres pays. L'Europe centrale utilise des outils d'exfiltration de fichiers plus que les autres pays. La Russie, l'Iran utilisent des outils de monétisation plus que les autres pays. Là, ça, je suis capable de lier un petit peu plus ce dernier résultat-là. Je suis capable de lier à la recherche qui a déjà été faite parce que la Russie va souvent être axée sur le hacking puis pas nécessairement la monétisation, mais on va voir, je vois le lien à faire ici. Mais je suis encore dans cette interprétation-là de résultats puis c'est pas terminé, là, tu sais. Donc... Puis c'est ça, je pense que aussi ce que tu expliquais, c'est que c'est pas nécessairement facile de savoir où est l'attaquant parce que souvent ils se cachent aussi, là, ils veulent... Exact. C'est vraiment difficile de faire ce genre de recherche-là, fait que ça prend du temps, puis donc... Et on a rencontré c'est sûr, des embûches. Puis ben en recherche, c'est sûr, moi, tu sais, je suis taxée sur la bonne recherche, la vraie recherche, fait que j'accepte pas que mes résultats soient approximatifs, là. Donc là, je veux être sûre que j'ai les bons outils et tout ça. Donc, il a fallu, avant d'arriver à ces résultats-là, c'est que j'appelle préliminaire, mais on s'entend que ça a été une longue recherche, d'identifier qui parmi eux utilise des proxys ou pas.
Parce que s'ils utilisent un proxy, donc j'ai pas le bon... un proxy, là, dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est n'importe quoi qui pourrait servir à cacher ta vraie identité d'IP, là, donc l'origine, la vraie origine de ton IP. Donc, il a fallu trouver des moyens d'identifier s'ils utilisaient des proxys ou pas, des VPN, par exemple, ou des data centers ou des trucs comme ça. Donc, ça a été compliqué. Fait que là, il y a des outils qui sont faits, ça s'appelle des proxy detectors, que normalement, tu lui donnes ta liste d'IP puis il te dit oui, lui, il utilise des proxys, lui, il n'utilise pas. Mais là, on s'est rendu compte que ces outils-là, souvent, ils nous disent aussi si ces IP-là sont malicieux ou pas. Mais là, il n'y arrivait pas il disait que mes IP n'étaient pas malicieux, alors que je sais que 100% de mes IP sont malicieux. Donc là, je me suis mis à douter de l'information. Donc, je me suis mis à comparer les sources d'informations, les différents outils qu'il y avait là. Et là, finalement, ils se contredisent. Ils n'identifient pas les mêmes IP comme étant utilisant des proxys ou comme étant malicieux ou pas. Donc, on s'est cassé la tête pas mal. Donc, pour faire la recherche que je vous ai parlé tantôt, là, pour essayer de situer le crime géographiquement, là, on s'est dit, on avait pris les IP qui n'avaient pas été flagués comme utilisant un proxy par aucun des 5 outils qu'on a étudiés. Fait que ça rapetissait notre base de données vraiment beaucoup, mais au moins on était sûr, là, c'était comme très conservateur comme approche, là, mais on était sûr que c'était le cas. Mais un autre aspect important ou intéressant des proxys qu'on a fait, et là, que je pense que j'ai pas mentionné ça pendant ma conférence, mais on a fait une autre étude sur juste les sessions compromises, parce qu'une fois qu'ils sont dans notre ordinateur, les attaquants, on peut avoir beaucoup plus d'informations sur eux, parce qu'il y a un protocole de communication entre nos 2 ordinateurs. Donc, je vois l'IP que tu essaies de me faire croire que tu as, mais moi, mon protocole, il va aussi chercher ton time zone. Donc, avec ce time zone-là, j'ai la vérité à savoir si, en fait, tu viens d'où, à peu près. Parce que des fois, c'est pas précis, là. Il va pas te dire le nord de la Belgique. Il va te dire dans cette time zone-là, à peu près, puis se trouve la Belgique, tu sais, mettons. Je dis n'importe quoi, j'ai donné cet exemple-là, mais j'en ai même pas de la Belgique dans mes attaques. Mais donc, là, ça, c'est possible d'aller un petit peu plus loin dans nos analyses, là, donc, mais c'est un plus petit échantillon, encore une fois, parce que c'est juste ceux qui ont réussi à compromettre le système, puis ça, c'est 1200 sur 3 millions, tu sais, non, sur 57 millions, donc Ouf! C'est pas beaucoup. Oui, 57 millions, c'est le nombre de tentatives d'attaque? Oui, mais c'est sur plusieurs années, par exemple. OK. Quand même. Donc, 57 millions, c'est beaucoup. On a, mettons, attends, c'est quoi? C'est 3,4 millions en 3 mois. Fait que ça te donne une idée un petit peu, là. Je pense que ça donne 33 000 attaques à chaque jour. Qu'est-ce qui définit une attaque? C'est quelqu'un qui est... Une tentative d'entrer dans mon système. Donc, ça veut dire que, mettons, qu'ils ont essayé un username puis un password, ça, c'est une attaque. S'ils en ont essayé un deuxième. S'ils en ont essayé 28 000, c'est 28 000 tentatives d'entrer dans mon système. OK. Ouais, c'est ça qui va définir une attaque. OK. Une fois que les gens sont à l'intérieur, je ne sais pas comment ça fonctionne, une fois qu'ils sont dans le honeypot, là, est-ce qu'ils peuvent rester là longtemps ou est-ce que le système les met dehors après un certain temps ou est-ce que tu les observes sur le long terme ou comment ça fonctionne un peu, là, cette... Donc, ça dépend de comment on programme nos choses. Pendant très longtemps, on les laissait aller aussi longtemps qu'ils veulent. Jusqu'à ce que, par contre, ça dépend c'est quoi leurs activités. Parce que là, s'ils se mettent à attaquer d'autres ordinateurs, nous, on ne veut pas participer au crime. Donc, souvent, on allait les déploguer. Fait que ça dépend un petit peu. Puis là, c'est là que l'éthique rentre en jeu, là, pour nous. Là. Donc, c'est sûr qu'on les observait pour être sûr que là, ils fassent pas trop de mal, là, mettons trop de dégâts avant qu'on les déconnecte. Mais on pouvait tirer la plug à n'importe quel moment. On les avait toujours dans notre mire là, pendant ce temps-là. Mais pendant longtemps, on les a laissés longtemps. Par contre, ils n'ont pas tendance à s'installer là pour des mois. Souvent, ils ont comme une mission, ils font ça, ils s'en vont. Puis après, ils sont... L'autre chose qui peut arriver, c'est qu'ils se font kick-out par un autre attaquant, en fait. Tu sais, ça, on l'a vu quand même souvent aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Mais aussi, je pense que c'est à partir de l'année passée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à auto-détruire les honeypots à toutes les semaines.
Comme ça, on était sûr qu'il ne faisait pas trop de dégâts, puis on pouvait observer d'autres sortes de choses là, par rapport à ça, là, mais on n'a pas encore étudié les effets. Mais là, en ce moment, il se déplogue. Mais tu sais, on pourrait les autodétruire à tous les jours, on pourrait les autodétruire à chaque mois. Tu sais, c'est vraiment nous qui avons le contrôle là-dessus. Mais là, jusqu'à maintenant, ça a été ça notre stratégie. Les laisser faire pour voir, pour les observer le plus longtemps possible, ou des autodétruire après une semaine. OK. Est-ce qu'il y a comme d'autres choses éventuellement que vous voulez apprendre sur ces attaquants-là en utilisant les honeypots? Est-ce qu'il y a des théories que vous n'avez pas encore eu le temps de tester? Oui, j'ai encore... je ne l'ai pas mentionné au départ, là, mais je suis professeure associée à l'Université de Montréal aussi. Ah, Donc, cool. j'adore prendre des étudiants puis les mettre les baigner un petit peu là-dedans parce qu'on apprend plein de choses sur le piratage informatique. Donc, j'ai encore des étudiants qui travaillent sur plein de sujets parce que notre base de données est comme infiniment riche, là. Tu peux te concentrer sur chaque variable et chaque comportement. C'est très, très détaillé. Donc, j'ai encore des gens qui travaillent là-dessus, mais plus pour le big picture, parce que moi, je pense que c'est ça l'intérêt de la question. Ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir des honeypots qui sont beaucoup plus intéressants une fois compromis, une fois l'attaquant rendu dedans, pour pouvoir étudier d'autres sortes de comportements. Donc, parce que là, il n'y avait pas grand-chose sur nos systèmes quand ils rentraient là. C'était pas très intéressant. Fait qu'ils pouvaient procéder à leurs activités, comme je disais, de monétisation, mais ils ne pouvaient pas nous envoyer un rançongiciel parce que c'était vraiment pas intéressant. Il n'y avait rien à bloquer pour nous. Ils savent que ça n'aurait pas été intéressant. Donc, j'aimerais imiter une entreprise avec des faux fichiers, générer des fichiers, là, puis essayer de générer... Ou une entreprise ou un réseau là, d'ordinateurs, finalement, pour qu'on puisse étudier le mouvement latéral entre les ordinateurs, là, voir que s'ils en compromettent un, est-ce qu'ils se virent tout de suite sur un mouvement latéral sur un autre qui fait partie du réseau. Donc, et avec des fichiers intéressants pour voir si, effectivement, pour étudier plus spécifiquement le ransomware, finalement, ou le rançongiciel, les groupes de rançongiciel. Donc ça, pour moi, ça serait l'étape la plus importante et la plus intéressante à faire après. Fait que c'est dans les plans, mais ça prend du temps à mettre en place, c'est sûr. Puis, on veut pas que ça ait l'air trop louche non plus. On veut pas, provoquer l'attaquant non plus. Donc, c'est ça. Ça serait ça, la prochaine étape. Fait que mon autre question de suivi par rapport à ça, ça a l'air super intéressant. Puis, est-ce que vous publiez cette recherche-là quelque part? Est-ce que, comme moi, en tant que Catherine Random, je pourrais aller télécharger un white paper quelque part qui présente ces résultats de recherche-là? Ou faut absolument que j'arrive à temps à la conférence pour voir le contenu? Prendre l'autobus, pas trouver de parking, arriver à temps à la conférence, c'est ta meilleure option. Non, j'ai l'habitude de publier des blogs. Donc, les blogs se voulant vraiment plus vulgarisés puis straight to the point pour les gens, va être vraiment facile à comprendre pour les gens. Sur le site de GoSecure, donc il y a comme une partie blog là, sur le site, et je les mets tous là. Donc, on en publie quand même assez régulièrement. Et sinon, tu sais, j'aime aussi faire des articles scientifiques. Ça, c'est un petit peu moins accessible à monsieur, madame, tout le monde, mais c'est pour contribuer aux connaissances scientifiques ou à la communauté scientifique plutôt. Et ça, ben là, ça prend du temps. Là. Ça, là, j'en ai soumis 3, mettons, dans les 2 dernières années. Premièrement, c'est long à faire là, parce que, tu sais, là, c'est plus un blog de quelques lignes, mais c'est plus long et c'est un processus de révision par les pairs vraiment long. Donc, pour l'instant, je pense que j'ai juste un article scientifique de publier sur... ça concerne les mots de passe et le pays d'où tu viens. Donc, tu sais, quel facteur socio-économique influence ton choix de mot de passe? Fait que c'était vraiment intéressant. Ça, c'est publié. Mais sinon, les autres sont comme en train... sont dans le processus, finalement, là, mais ils n'arrivent jamais. Okay. Mais sinon, le plus intéressant, c'est vraiment les blogs parce que c'est court, c'est rapide, puis on en apprend plein. Dans les trucs que Sam m'avait mentionné à la conférence, il avait mentionné les navigateurs. Oui. Oui, on a fait une recherche sur les navigateurs de préférence des attaquants. Parce que, encore une fois, dans les médias, je trouve qu'on parle trop de Tor. Tu sais, c'est le dark web, là. Oui. J'aime remettre les pendules à l'heure avec le dark web et les pirates informatiques. On a l'impression que les pirates vont justement utiliser le dark web tout le temps et tout ça. Donc, on a observé ça. Quand les attaquants se connectent à nos systèmes, il y a déjà un Internet qui est là, c'est Explorer ou Edge, tout dépendant de l'année là, qui se sont connectés à notre ordi. Mais parce qu'on étudie ça depuis 5 ans déjà.
Mais c'est ça. Donc, il y a déjà un Internet sur le système. Mais ce qu'on observait, c'est qu'il y en a qui décident de télécharger un autre navigateur. Leur navigateur, puis là, clairement, pour moi, c'est un navigateur de préférence parce que tu n'as pas à le télécharger. Il y en a un là, mais tu décides de le télécharger. Donc, je trouvais ça intéressant. Fait qu'on a commencé à étudier ce comportement-là plus spécifiquement. Et ce qu'on découvre, c'est que en fait, dans la population générale, le navigateur de préférence, c'est souvent Chrome. Et on a découvert que chez les attaquants aussi, c'est le plus gros, c'est celui qui est le plus téléchargé par les attaquants, c'est Chrome. On n'a absolument pas vu de Tor, donc de navigateur de Dark Web. Par contre, il y a des explications à ça qui appartiennent à mon cadre de recherche, c'est-à-dire que ils n'ont peut-être pas besoin. Tu sais, Tor, à la base, c'est souvent pour cacher son identité. Puis là, ils n'ont peut-être pas besoin de faire ça parce qu'ils sont déjà en train de cacher leur identité en utilisant mon système. Okay? Donc, ça pourrait être une des raisons qui explique qu'on ne le voit pas. Puis la deuxième hypothèse, ça serait aussi que Tor, tu sais, tout le monde connaît ça. Les personnes qui travaillent en administration de la sécurité, ils connaissent ça. Moi, par expérience, je l'ai downloadé dans mon ordinateur de job pour la recherche. Mais à toutes les fois que je l'ouvre, là, le département d'IT, là, il n'est pas content, là, il m'écrit, puis là, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il y a Tor qui roule sur ton ordinateur? Donc, c'est surveillé, tu sais. Donc, si les attaquants savent que ça, c'est surveillé, je prends pour acquis qu'ils savent, ben là, ils pourraient dire, je ne vais pas le télécharger sur l'ordinateur parce que là, ça va me flaguer, puis ils vont me mettre dehors du système. Donc, j'ai intérêt à pas trop faire de bruit, mettons. Donc, ça pourrait être deux hypothèses là, qui expliquent qu'il n'y en a pas, mais clairement, on voyait une préférence pour Chrome. Puis la deuxième conclusion de cette étude-là, c'était que, leur tendance suit la tendance de la population générale, et deux, ça dépend de leur activité ou intérêt. Ça veut dire que ça dépendait, on était capable de lier, mettons, le type d'activité, genre outils qu'ils utilisaient, et le navigateur de préférence. Ça veut dire, s'ils sont là pour faire de la reconnaissance, juste venir chercher des informations sur mon ordi puis s'en aller, ils vont prendre le navigateur qui est déjà là parce que ça leur sert plus, tu sais, puis ils font pas de bruit, ils laissent pas de traces et tout ça. Alors que ceux qui s'installent là, confortablement dans mon système puis qui procèdent à miner de la crypto-monnaie puis des choses comme ça, bien là, eux, ils s'installent puis ils vont downloader leur browser de préférence. Et ça faisait du sens, finalement, les résultats de cette étude-là. J'apprécie le fait que Edge est tellement pas apprécié comme furteur qu'il y a comme le moment d'aller télécharger l'autre navigateur pendant une attaque. Comme, no way que je vais commettre un crime sur Edge. Oui, c'est ça. J'ai des standards. Ouais. Wow. Je comprends. Quand en même temps, moi non plus, je suis pas une fan de Edge, si on peut éviter. Non, comme beaucoup de gens. Ils sont comme nous. Exactement, ils nous ressemblent plus qu'on pense. Oh. Effectivement. Puis les prochaines conférences, est-ce qu'il y en a au menu à ne pas manquer, peut-être? Là, je viens de terminer un gros sprint de conférences. Là. Fait que cette année, on va en avoir donné 24 conférences à travers l'année, ouais. Mais là, il m'en reste juste une qui est à San Francisco. C'est plus en criminologie, donc c'est très académique, criminaux, là. Il me reste juste celle-là pour cette année, donc il n'y en a pas d'autres au menu. Il va falloir attendre 2025 pour les autres. OK, excellent. Moi, j'avais pas d'autres questions pour toi aujourd'hui. C'était super intéressant, j'ai vraiment aimé ça. Toi, est-ce que Sam, t'avais des questions supplémentaires? C'était super intéressant. Je trouve ça fascinant parce que comme ça défait beaucoup de mythes qu'on peut avoir. Aussi, juste le taux de succès, parce que je pense que tu expliquais que c'était comme relativement facile de rentrer dans... C'est pas un système qui est fait pour être difficile d'accès, puis d'avoir un aussi bas taux de réussite dans les attaques, ça aussi, ça parle. Ouais. Mais ça dit aussi que quand tu te fais... Les entreprises qui se font... En tout cas, je sais pas, non. Peut-être que je vais couper mon page, là, mais je veux dire, en tout cas... non, j'ai rien dit. Si je veux te sortir de ton trou, là, Sam, que tu es en train de te creuser, les entreprises qui se font avoir ne sont pas nécessairement mal équipées. C'est qu'ils se font avoir d'une autre façon que celle que j'étudie moi. Hein? Parce que ça, c'est important à comprendre. Mes recherches sont faites dans un petit cadre qu'il faut prendre en considération. Puis là, ben,
je vous ai pas expliqué comment mon système était fait, tu sais, puis tout ça, parce que je pense que là, il faut vraiment une compréhension technique de la chose qui est moins intéressante pour ce genre de conversation. Mais il faut comprendre que c'est ça, c'est un contexte très précis, puis puis ça veut pas dire que les entreprises se font avoir de cette façon-là. Donc, mais ce qu'on apprend, par exemple, ce que les entreprises doivent retenir, parce qu'il y en a qui sont mal équipés, qui sont moins security aware, on va dire, ou qui n'ont pas les bons conseils pour se protéger. Mais ce qu'on retient en gros des recherches, là, les gros conseils que je vais donner aux personnes responsables de la sécurité dans les entreprises, ben, c'est de ne pas sous-estimer qu'encore en 2024, il faut répéter aux gens d'avoir des bons passwords, parce que c'est encore quelque chose qui est exploité vraiment. Donc, un court password, c'est vraiment facile avec les attaques de force brute parce qu'ils essayent comme tellement d'affaires qu'à un moment donné, ton password petit, il va se ramasser dedans. Donc, c'est important d'avoir des longs passwords, des passwords qui n'ont pas été compromis dans le passé, tout ça. Après ça, de ne pas sous-estimer le fait que ton username est aussi important que ton password parce que pour entrer, il te faut les deux informations. Donc, c'est sûr que là, nous, pour monsieur, madame, tout le monde, sur un site, tu es obligé de mettre ton email. Fait que là, il n'y a pas 1000 façons de faire. Nous, tout ce qu'on peut focuser, c'est le password, mais les administrateurs système, eux, ben, ils ont le choix du nom d'utilisateur. Donc, ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer. Ensuite de ça, cacher ses systèmes informatiques derrière un VPN, c'est très important aussi. Ouais. Donc, ça va être la première chose. Mais bon, ça concerne un petit peu moins nous, dans notre maison. Là, c'est pas, on ne fait pas face aux mêmes attaques, aux mêmes... Mais mettons, pour une petite entreprise, mettre nom d'utilisateur admin, mot de passe admin, c'est une mauvaise idée, mettons. C'est une mauvaise idée. Exactement. Fait que dans nos systèmes, nous, on avait justement mis ça, administrateur admin, c'était ça pour rentrer. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de taux de succès pendant ma conférence, mais je me suis pas étendue là-dessus parce que je trouvais que c'était pas une bonne mesure de sophistication parce que ça veut pas dire qu'ils ont réussi à rentrer, qu'ils sont meilleurs que les autres qui nous attaquent, parce qu'ils ont juste été chanceux de tomber sur administrateur admin. Et au pire, les autres n'ont pas imaginé que c'était si facile que ça, donc ils m'ont imaginé plus intelligent. Donc, ils ont essayé d'autres choses, fait que c'est tout à leur honneur, on peut dire. Mais il y a une chose intéressante qu'on a fait aussi, mais finalement, ça n'a pas donné de très bons résultats de recherche, mais j'ai pas passé beaucoup de temps non plus sur l'analyse, mais on avait mis plusieurs honeypots, un avec administrateur admin pour entrer, un avec l'espèce de stratégie que je vous disais de mettre un password qui a un lien avec mon nom de système. Et un autre avec un mot de passe quand même compliqué, mais qui a déjà été compromis dans le passé, donc qui fait partie des listes. Pour voir, est-ce qu'on obtient des attaquants différents sur ces trois ordinateurs-là? Donc ça, on l'a fait. Mais l'affaire, c'est qu'il faut comme que les étoiles soient alignées, là. Parce que là, il faut que celui avec la stratégie dont je parle attaque celui-là à ce moment-là, quand il est up, tu sais. Donc, c'était compliqué, puis au final, on n'a pas obtenu grand-chose de différent, là, finalement, de ces attaquants-là. C'est quand même celui qui est administrateur admin qui se fait le plus qui se fait le plus compromettre, finalement, là, que les gens réussissent plus à rentrer. Donc, ouais. Encore, ça a développé encore, mais tu vois, c'est un bon point à soulever, là. C'est fascinant. Ça donne le goût de... J'ai le goût de retourner à l'école puis d'aller étudier là-dedans. Ça a l'air le fun. Ça, c'est super intéressant. J'adore ça. Ben, je te remercie énormément, Andréane, d'avoir pris le temps de venir discuter de toute cette recherche-là avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Pour l'auditoire, si vous avez aimé le balado, je vous invite à nous aider à le faire connaître en parlant autour de vous, en nous donnant des 5 étoiles, des thumbs up sur peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter ça. Et surtout, on s'abonne pour ne manquer aucun épisode. On remercie encore une fois Andréane de sa présence et également DJ Mutante pour l'indicatif sonore. À la prochaine. À la prochaine. Merci.